Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine urgence, en quelque sorte, à ce que à la fois les économistes se mettent d'accord sur d'où vient le problème et qu'ensuite les États puissent apporter leurs solutions et leurs régulations. Patrice. Paul Jorion, je ne sais pas si vous êtes vraiment en désaccord. Est-ce que depuis le début de cette crise, il y a eu la réforme sur la finance peut-être toute puissante, pas régulée? Oui, je voudrais d'abord dire que bon, l'analyse que je viens d'entendre est tout à fait compatible avec ce que je propose, ce que j'ai proposé aussi comme interprétation, parce que la crise a effectivement débuté avec le subprime, tout le monde le sait, mais elle a tiré derrière elle un certain nombre de choses, comme celles qui viennent d'être mentionnées, parce que parmi ce qu'on peut appeler les métastases qui ont été créées, comme le tarissement du crédit, et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de choses qui ont été remises en cause. Par exemple, la fonction assurantielle à l'intérieur de la titrisation, qui est un problème mal maîtrisé du point de vue intellectuel, le problème des dérivés, le problème des positions nues sur les dérivés, c'est-à-dire... Pour expliquer les choses aux téléspectateurs. Voilà, par opposition, la fonction assurantielle, c'est prendre une position sur un produit financier pour se couvrir sur un risque existant. Banque ou un institut de finance qui prend une position, c'est-à-dire qui investit éventuellement et qui s'assure auprès de d'autres sociétés. C'est vous possédez des obligations de la Grèce, on parle de la Grèce, on dit qu'elle peut faire éventuellement défaut sur sa dette, vous vous assurez. Mais autre position, ce qu'on appelle les positions nues, c'est que vous vous assurez sur un risque que vous n'avez pas. C'est-à-dire, en fait, vous pariez sur la chute de la Grèce. Et quand vous faites ça, vous créez un risque supplémentaire. C'est comme le casino, quoi. Hein. C'est exactement l'inverse de la fonction assurantielle. Vous vous assurez, vous diminuez le risque, vous mettez en position nue, vous faites un pari. Exactement, vous créez un risque supplémentaire, non seulement pour vous, parce que vous allez pouvoir perdre dans ce pari, mais aussi celui qui accepte d'être votre contrepartie, qui accepte de jouer l'assurance. Et le meilleur exemple, c'est AIG aux États-Unis, la plus grande compagnie d'assurance qui est terminée, coût 182 milliards pour le contribuable américain, parce qu'elle a assuré, elle a joué bookmaker, elle a accepté tous ses paris, et le jour de présenter l'audition, pas possible. Le problème, c'est le problème qui se pose aux États, Patrick Devedjian. Ce qui m'intéresse, pardon de le dire comme ça, mais ce qui m'intéresse vraiment dans le débat entre vous deux, c'est est-ce que cette crise, elle est née d'un mauvais fonctionnement d'un certain nombre de mécanismes économiques qui demandent à être parfaits parce qu'ils ne sont pas bons, il y a des erreurs. Enfin, moi, par exemple, vous n'en parlez pas beaucoup, mais le principe mark-to-market, par exemple, il y a un effet cumulateur. Est-ce que ce sont des choses comme ça, d'autres choses. L'affaire Madoff, ce n'est pas l'essence même du capitalisme qui crée l'affaire Madoff. C'est la fraude. C'est la fraude. Et l'insuffisance des contrôles. Des contrôles. Vous dites c'est la conséquence aussi, l'affaire Madoff. C'est la fraude ordinaire, ça on a vu. C'est la fraude ordinaire, mais elle atteint une telle dimension qu'elle est révélatrice en réalité d'un défaut vraiment dans l'organisation de la régulation. Donc est-ce que ce sont des causes comme ça qui sont à l'origine de la crise, ou est-ce que, comme le dit M. Eskenazi et son équipe, c'est fondamental, c'est-à-dire que la loi du marché ne peut pas fonctionner, vous dites, si j'ai bien compris, ça fonctionne mal, et il y a des tas de dysfonctionnements qui fait qu'il y a la crise, forcément. Mais lui, il dit pas la même chose. Il va le dire, hein. Mais moi, je dis ce que j'ai compris et ce qui me pose question. Et puis, si j'ai mal compris, on va me dire vous avez mal compris. C'est intéressant ce dialogue entre vous. Je prétends avoir raison sur rien. Je pose slement des questions. Je fais des journalistes, en quelque sorte, par rapport à... Je vous laisse parler. Et il faut regarder la caméra en face, Philippe Eskenazi. Donc, votre thèse, si j'ai bien compris, et moi elle me fait réfléchir naturellement, c'est la loi du marché, le marché financier, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc il faut le contrôler. Lui c'est... Ça pourrait être amélioré, il faut changer beaucoup de choses pour que ça marche. Ça ne marche pas parce que c'est mal organisé et il y a plein de choses à changer. Vous, fondamentalement, il n'y a même rien à changer, c'est pas possible. Philippe Eskenazi. Oui, très rapidement. Pour bien comprendre, donc l'ouvrage s'ouvre avec un chapitre d'André Orléans où justement il souligne que normalement lorsque vous achetez un bien, plus il y a de personnes qui achètent ce bien, plus les prix vont augmenter, tout cela pour que l'offre et la demande s'équilibrent. Et bien sur les marchés financiers, plus un prix va augmenter, plus lorsque vous êtes acteur, vous allez vous dire mais ça a de la valeur, donc je vais en acheter. Et donc les prix vont augmenter et en même temps la demande augmente. Le marché est faussé quoi. Donc si vous voulez, tout simplement parce que effectivement
vous n'achetez pas finalement votre pomme, c'est quelque chose qui est un investissement et vous espérez. Et vous, au-delà de ça, vous parlez aussi de mal français et de défiance des Français. Je vais y venir. Parce que oui, tout à fait. Alors, comme ça, je ferai la transition. Voilà. Donc, à partir de là, c'est sûr que lorsque le régulateur lui-même pense que les marchés vont arriver à quand même s'autoréguler malgré cette loi en quelque sorte contraire au fonctionnement standard de tous les marchés économiques, eh bien, on aboutit à des risques systémiques énormes, et c'est ce que l'on a connu, une étincelle en quelque sorte. Les subprimes, c'est pas grand-chose d'un point de vue financier, ça fait effondrer le système. Donc effectivement, la réflexion, c'est, on ne pourra pas changer le fonctionnement des marchés, enfin la nature même de ce qu'est un marché financier, mais on peut réfléchir au fondement d'une nouvelle régulation. On en vient en France, mal français, défiance des Français. Mal français. Alors dans tout ça, donc il y a une crise qui est mondiale, et puis chaque État est en quelque sorte en train d'essayer de s'adapter et de trouver des solutions. Donc il y a des solutions qui peuvent être globales, donc ça se voit au niveau du G20, et puis dans chaque État, face à ses propres contraintes, on essaye de trouver des solutions. Et donc en France, si vous voulez, il y a une inquiétude parce qu'on était en quelque sorte pas sorti de la crise qui avait été héritée des années 70. On avait toujours un chômage très important et on se retrouve avec une nouvelle crise qui vient encore assommer un petit peu la société française, une société où, effectivement, et ça on le développe au sein de l'ouvrage, il y a un autre mal en quelque sorte qui la ronge, qui est donc plus social, sociétal qu'économique, qui est des problèmes de confiance au sein de la société française qui se situent à tous les niveaux. Donc une confiance vis-à-vis des politiques, on le rabâche de manière très régulière. Une défiance vis-à-vis des politiques, pardon, qui est largement médiatisée, mais aussi, ce que l'on dit moins, une défiance qui va jusqu'aux individus et aux relations interpersonnelles que l'on peut avoir. Donc les Français, lorsqu'on regarde à une question toute bête, est-ce que vous avez confiance en autrui, eh bien, sont très minoritaires à répondre oui, contrairement à la plupart des pays. Alors là aussi, si vous voulez, il y a un débat qui est orienté au niveau de l'ouvrage, mais une des constructions qui est avancée donc par des auteurs comme Cahuc et Algan, c'est que finalement, on aurait eu ça remonterait à la Seconde Guerre mondiale et finalement des fractures dans la société française qui ne seraient jamais réduites. Les 30 Glorieuses les auraient en quelque sorte cachées, et dès qu'on se retrouve en situation de crise, on a ce problème-là qui pose une question particulière dans des sociétés où il faut une grande flexibilité, une grande adaptabilité, et vous imaginez même au sein des entreprises, si les personnes ne se font pas confiance entre elles, on ne peut pas avoir cette compétitivité nécessaire dans une économie de la connaissance. Donc ça, c'est une des pistes. Et puis une autre piste qui est avancée par d'autres auteurs, c'est finalement, là aussi, l'échec en quelque sorte de politique pendant très nombreuses années qui finalement délite progressivement la société. Patrick Devedjian, normalement une crise, ça doit faire réagir et se réformer. Entre la défiance et peut-être aussi ces